Chers amis de TVL, bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. La terreur occupe une place unique dans notre longue histoire. Elle est la mauvaise conscience de la République, la part d'ombre d'une révolution qui se revendiquait populaire, humanitaire et libératrice, et décida la mort violente de plusieurs centaines de milliers de personnes, hommes, femmes et enfants, dont les 3/4 appartenaient au peuple des laboureurs, des artisans et des journaliers. Elle demeure l'objet d'âpres controverses historiques. Les historiens se disputent encore aujourd'hui sur son ampleur, sur sa signification et sur son existence réelle même. D'aucuns s'emploient à en minorer l'importance, à l'instar de Jean-Clément Martin. D'autres, au contraire, en font remonter l'origine dès le commencement de la Révolution. Pendant longtemps, les uns ont présenté la terreur comme une réponse aussi radicale que nécessaire aux menaces qui entouraient en 1793 la République française. Les autres relèvent au contraire que la terreur fut l'instrument indispensable de la politique de régénération de la société et de régénération de l'homme poursuivie par les acteurs de la Révolution dès 1789. C'est cette période noire et tourmentée que nous allons évoquer en compagnie de notre invité, Philippe Pichot-Bravard. Philippe Pichot-Bravard, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en droit, historien en histoire du droit, maître de conférences à l'université de Brest, où vous êtes habilité à diriger des recherches. Vous enseignez également à l'université catholique de l'Ouest à Angers, mais aussi à l'Institut universitaire Saint-Pédis à l'ICEP et au séminaire du Christ-Roi à Florence. Alors j'ajoute que je vais donner vos publications. Vous avez publié l'épopée de la Vendée chez Via Romana et une histoire de la Révolution française, toujours chez Via Romana. Et j'ajoute que dans le dernier numéro de la revue d'histoire européenne, vous avez signé un article intitulé « Climat de peur et régime de terreur au cœur de la régénération révolutionnaire ». Alors nous allons commencer cet entretien en tâchant d'expliquer ce terme qui vous est cher, la régénération. Que faut-il aux yeux de ces révolutionnaires régénérer véritablement? Alors, régénération, régénérer, redonner naissance. Le mot régénération ou le verbe régénérer sont omniprésents dans le discours révolutionnaire en 1789. On le trouve dans toutes les bouches, chez les modérés et chez les radicaux. Même le roi emploie le terme lorsqu'il reçoit les députés aux États généraux le 5 mai 1789. Il s'agit de donner naissance à une nouvelle société et de donner naissance à un homme nouveau. Voilà. Par-delà la complexité de la Révolution, qui est un événement très riche, dont les causes sont multiples, malgré d'incontestables atouts, la France de 1789 traverse une crise importante, objective. Par-delà cette complexité, ce qui constitue le fil rouge de la Révolution, c'est d'avoir été une révolution idéologique. C'est-à-dire d'avoir eu pour ambition de faire table rase du passé pour constituer une société nouvelle par la mise en œuvre d'un programme idéologique qui est celui de la modernité philosophique, celui de ce qu'on appelle la philosophie des Lumières. Avec la conviction que la mise en œuvre de ces idées nouvelles, du rationalisme, de la séparation des pouvoirs, de l'idée de la souveraineté nationale, que la mise en œuvre de la sécularisation, que la mise en œuvre de ces idées nouvelles permettra d'établir une société parfaite et d'apporter infailliblement, de manière scientifique, parce que ces idées sont perçues comme parfaitement rationnelles, le bonheur aux hommes. Voilà. Alors vous dites que même le roi, lui, emploie le terme de régénérer. Est-ce que ça veut dire, vous parlez de renaissance, ça veut dire que la vieille société était morte? Alors, elle n'était pas morte, mais on entend la balayer, l'écarter, la détruire, et l'on va balayer en quelques mois, on va faire table rase de la réalité institutionnelle et sociale de la France de 89 pour lui substituer une autre réalité. Le député Rabault-Saint-Étienne, le 3 novembre 1789, à l'occasion du débat sur la nouvelle division du royaume, aborde cette question de la régénération. Il dit
que l'Assemblée a été convoquée pour faire le bonheur du peuple. Que faut-il faire pour faire le bonheur du peuple? Alors, on dresse l'oreille, il y a peut-être une formule magique qui pourrait nous intéresser. Il faut renouveler ce peuple même. Pour que le peuple soit heureux, il faut changer le peuple. Et il ajoute, il faut changer les hommes, changer les choses, changer les mots. Voilà. Alors donc, il faut tout changer. Car quel est cet homme nouveau qui doit émerger, donc finalement naître, puis-je dire, de la Révolution? Cet homme nouveau, c'est le citoyen, dont Jean de Vigry a raconté l'histoire. C'est le citoyen. Le citoyen, c'est un individu qui est un militant de la Révolution, qui est au service de la Révolution et qui est tout entier ordonné au succès de la Révolution. Voilà ce qu'est cet homme nouveau. Et ça se traduit comment dans les... Robespierre a disserté sur cet homme nouveau en 1793. Il s'agissait, pour lui, de constituer la République. C'est le programme qu'il fixe dans le discours du 4 février 1794, le fameux discours sur la terreur et la vertu, les principes moraux qui doivent guider la constitution de la République. Il s'agit de fonder la République. Fonder la République. Fonder la République. Pourtant, la République est la réalité institutionnelle de la France, à ce moment-là, depuis déjà 15 mois. Donc il est clair que lorsque Robespierre dit qu'il faut fonder la République, il ne parle pas de la formule institutionnelle, il parle d'autre chose. En fait, fonder la République, pour Robespierre, c'est fonder une société constituée de citoyens républicains vertueux. La vertu consistant à aimer la République, la Révolution, la patrie, l'égalité, mots qui sont presque interchangeables dans sa bouche, jusqu'au sacrifice de sa vie, de ses affections, de ses biens. Voilà. Voilà ce qu'est l'homme nouveau. Un homme entièrement sacrifié à l'idéal républicain. Et pour cela, eh bien, les Jacobins, pendant la Terreur, se sont donné beaucoup de mal. Alors, cet homme nouveau, est-ce qu'il a encore une âme, finalement, aux yeux des révolutionnaires? La question de l'âme est assez... n'a pas lieu d'être. Parce que ces révolutionnaires sont nourris de l'anthropologie des Lumières, qui est une anthropologie matérialiste. Même Robespierre? On ne dit pas déiste? Oui, mais en fait, il est déiste parce qu'il est utile qu'il y ait un Dieu. Et c'est ce qu'il défend dans le discours du 7 mai 1794. Lui, effectivement, il croit à un principe divin. Mais cela ne change rien au regard qu'il porte sur l'homme. Les hommes sont des corps. Interchangeables. Ils sont des corps, il n'y a pas d'âme. Ce sont de petites machines, comme l'a montré Xavier Martin dans ses études, de petites machines qui réagissent aux sensations qu'ils perçoivent, à ce qu'ils voient, à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils touchent, selon une seule règle, une seule motivation, qui est l'intérêt égoïste. Voilà. Et donc tout l'art pour le législateur révolutionnaire est de manipuler les sensations perçues par cet homme pour le transformer à son insu, en faire un citoyen. Et c'est là que les Jacobins se sont donné beaucoup de mal. Le calendrier républicain, par exemple, le programme d'éducation proposé par Robespierre au mois de juillet 1793, qui reprend le projet de Lepelletier de Saint-Fargeau, la religion civile dont il propose l'adoption le 7 mai 1794, avec la reconnaissance de l'être suprême, tout cela obéit à cette même logique, changer les sensations perçues, les fêtes que l'on organise,
notamment lors de la fête de l'être suprême, mais pas seulement, il y a eu des quantités d'autres fêtes qui ont été organisées au cours de la Révolution pour célébrer les grands événements de la Révolution. Tous ces moments servent à manipuler les sensations perçues par l'individu pour le transformer parce que l'on considère que l'homme est déterminé par son environnement. Voilà. Alors, quant à l'immortalité de l'âme qui est évoquée le 7 mai 1794, ce n'est qu'un argument politique. C'est-à-dire que Robespierre est convaincu qu'on ne pourra pas constituer une république de citoyens vertueux si on explique, c'est-à-dire de citoyens prêts à se sacrifier pour la République, si on leur explique dans le même temps que la vie s'arrête avec la mort et qu'après il n'y a plus rien. On ne trouvera personne pour se sacrifier, ou très peu de monde. Donc si l'on veut que les citoyens se sacrifient, eh bien, il faut leur promettre une récompense dans l'au-delà. Alors, dans cette entreprise de régénération, comment s'inscrit la terreur? Alors la terreur, on y arrive, la terreur, elle participe de cette politique de régénération, évidemment, parce qu'elle permet d'éliminer tous ceux qu'on ne peut pas régénérer. Tous ceux qu'il n'est pas possible d'intégrer dans la République. Et ils sont nombreux. Donc ils sont même très nombreux. On commence par les nobles, les aristocrates. Les nobles, les aristocrates, les prêtres, les royalistes, les catholiques rebaptisés fanatiques, les tièdes, dont font partie statutairement les fonctionnaires. Parce qu'on ne peut pas faire une révolution entre 8h et 18h, 5 jours par semaine, c'est pas possible. La révolution, c'est H24, 7 jours sur 7. On ne peut pas faire une révolution avec des formulaires, il faut se libérer de tout un état d'esprit bureaucratique. Voilà, c'est ce que Saint-Just explique le 10 octobre 1793. Les tièdes, c'est d'ailleurs en définitive beaucoup de monde. Voilà. On ne sait pas jusqu'où cela pourrait aller, mais ça peut aller très loin. Nous allons le voir. Alors d'ailleurs, les historiens ne sont pas tous d'accord sur le début de la terreur. Pour vous, elle commence dès juillet 1789. Alors, avec des événements effectivement extrêmement violents. Habituellement, la terreur, le commencement de la terreur est fixé en septembre 1793. Quand elle est à l'ordre du jour à la Convention. Quand elle est lors de la séance du 5 septembre 1793, certains orateurs proposent de mettre la terreur à l'ordre du jour et dans la foulée, la Convention, sous la pression des sections de sans-culottes qui ont envahi l'Assemblée, adopte plusieurs mesures, notamment l'institution d'une armée de militants révolutionnaires, l'armée révolutionnaire, qui va régénérer les départements. Et puis également la loi des suspects qui va remplir les prisons. On va revenir ça, c'est l'explication habituelle. Ça, c'est l'explication habituelle. Seulement, force est de constater que une bonne partie du dispositif de la terreur est antérieure à septembre 93. Le tribunal révolutionnaire, il a été créé au mois de mars 1793. Et il fonctionne depuis le 1er avril 1793. Et les lois qui vouent à la peine de mort ceux qui sont reconnus coupables de certains délits politiques, d'écrits contre-révolutionnaires, de convictions royalistes, ce sont des lois qui datent du mois de mars 1793. Ajoutons que ce tribunal révolutionnaire n'a pas été le premier. Il y a eu un premier tribunal révolutionnaire au lendemain du 10 août qui a fonctionné au mois d'août 1792 et qui a condamné à mort un certain nombre de proches du roi. Et il y a eu les massacres de septembre qui ont été un épisode tout à fait épouvantable avec plus d'1 millier de personnes massacrées à Paris en quelques heures dans des conditions terribles. Bien. Mais on peut remonter plus loin. On peut remonter encore plus haut. On peut remonter aux violences de l'été 92. On peut remonter à l'assaut donné au château de Versailles au mois d'octobre 1789, avec une famille royale ramenée à Paris, avec aux portières les têtes de garde du corps qui avaient été massacrées le matin même, alors qu'ils défendaient les appartements de la reine. Et on peut remonter
encore plus haut à l'été 1789. Et si l'on s'arrête un instant sur ce qui s'est passé lors des émeutes de juillet 1789, arrêtons-nous. C'est-à-dire les massacres qui ont suivi la prise de la Bastille, le massacre du gouverneur de la Bastille, le massacre de plusieurs officiers de la garnison de la Bastille, dans la foulée le massacre du prévôt des marchands, Jacques de Flesselles, conseiller d'État. Le prévôt des marchands était l'équivalent du maire de Paris, dont la tête a été promenée au bout d'une pique. Quand on s'arrête un instant sur les massacres qui ont suivi, 10 jours plus tard, à Paris, est massacré d'abord l'intendant de Paris, Berthier de Sauvigny, lui-même conseiller d'État. L'intendant de Paris, c'est l'équivalent du préfet d'Île-de-France. C'est pas rien. Suivi quelques instants plus tard de son beau-père, Foulon de Douai, qui était ministre quelques jours plus tôt. Un homme de 74 ans. Massacré dans des conditions épouvantables. Bon, là encore, Chateaubriand a raconté cet épisode. Il a vu les têtes de Berthier de Sauvigny et de Foulon dans l'hôtel où il se trouvait à Paris. On a mis de la paille dans la bouche de Foulon. Voilà, il a vu ces têtes qui ont été élevées jusqu'à son regard, à la fenêtre où il était, et ça a été pour lui un moment décisif. Je n'ai rien à voir avec ces cannibales. C'est le moment de la rupture pour lui. Bien. Lui qui, étant un peu libéral, aurait pu être touché par une certaine rhétorique. Il rompt à ce moment-là, juillet 1789. Et puis en province, on a le massacre du colonel Henri de Belsunce à Caen, le 12 août. Quelque chose d'épouvantable, un véritable lynchage. On a le massacre du maire de Troyes au mois de septembre. Là encore, ce sont des scènes terribles. Et il est clair que de ces scènes naît un certain climat. Donc on n'est pas dans un régime de terreur. On n'est pas dans un régime de terreur, mais il y a un climat de terreur qui règne. Et ce climat de terreur a engendré la première émigration. Les premiers gentilshommes qui ont quitté la France sont partis parce que leur vie était en danger. Et parmi les proches de la famille royale, ceux qui sont partis parce que le roi le leur a demandé. Je ne peux plus garantir votre sécurité. Il y avait des listes de proscription qui circulaient, qui vouaient un certain nombre de personnalités au massacre. Mais quand on parle de liste de proscription, c'est pas proscrire au sens d'exilé, mais c'est-à-dire que la personne proscrite est susceptible d'être arrêtée et exécutée. D'être massacrée. Le comte d'Artois, le prince de Condé, évidemment le duc et la duchesse de Polignac, les ministres du roi, le baron de Breteuil, le maréchal de Broglie. Bon, tous ces gens-là sont sur la liste. Une liste qui est établie par qui ? On ne sait pas. Elle circule. On sait qu'elle existe, mais on ne sait pas qui l'a dressée. Il y a beaucoup de choses mystérieuses dans le déclenchement de la Révolution. Il y a des petites mains qui agissent dans l'ombre et qui suscitent le désordre, qui profitent d'un état de mécontentement un peu général. En 89, les gens sont effectivement assez mécontents de leur situation. C'est un sentiment assez subjectif. Mais il faut en tenir compte. Il y a un mécontentement, les gens veulent autre chose. Bien. Et dans l'ombre, il y a effectivement des petites mains qui suscitent le désordre, qui provoquent des troubles. On a des témoignages, par exemple, qui soulignent que au café de Foix au Palais Royal, le 11 juillet 1789 au soir, il y a eu une réunion avec Mirabeau, Danton, Desmoulins, Saint-Uruge, Latouche-Tréville, Santerre, un dénommé Alexandre, que je n'ai pas l'honneur de connaître, mais qui était un caïd du faubourg Saint-Marcel, et quelques autres. Et ils ont préparé le soulèvement parisien du lendemain. Comment mettre le feu aux poudres ? Le complot de la cour. Il y aurait un complot de la cour destiné à massacrer les patriotes. Alors, l'un d'entre eux a demandé
Comment avez-vous su qu'il y avait un complot de la cour? Et là, Mirabeau et Danton se sont regardés en souriant. Ça va peut-être être un petit peu difficile de vous l'expliquer. Et pour cause, ils l'avaient inventé, ce complot. Il fallait susciter la peur, la crainte dans la population pour provoquer des émeutes. Et c'est ce qui s'est passé au mois de juillet 1789. Quelques meneurs dans la population et le tour était joué. Alors, est-ce que véritablement l'exécution du roi, le 21 janvier 93, est-ce qu'à partir de ce moment-là, les choses s'accélèrent et on bascule dans le régime de terreur? Alors, quand je dis régime, c'est-à-dire que ça devient institutionnel. Oui. La mort de Louis XVI est un épisode symbolique de rupture avec le passé. On rejette la royauté chrétienne et l'on rejette 1500 ans d'histoire. Ou 1300 ans d'histoire. D'autre part, il y a quelque chose qui relève du sacrifice initiatique. Ceux qui ont participé à ce geste grave ne pourront plus retourner en arrière. Ils se sont coupés toute retraite. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ils sont engagés dans la voie de la transformation révolutionnaire. Et ça a été, pour le personnel révolutionnaire, l'heure de vérité et l'heure d'une forme de sélection. Il y a ceux qui avaient accompli le geste et ceux qui étaient restés en deçà. Donc ceux qui sont restés en deçà, ce sont les premiers à être éliminés, je pense aux Girondins. Et en tout cas, à être mis de côté. Alors les Girondins, attention, beaucoup de Girondins ont voté la mort de Louis XVI. Et si les Girondins avaient vraiment voulu défendre le roi et le sauver, il aurait suffi que tous votent contre la mort. Et Louis XVI n'aurait pas été condamné à mort. Vergniaud a voté la mort de Louis XVI. Ils ont été effectivement débordés quelques mois plus tard, arrêtés, condamnés. Ils sont débordés pour des raisons idéologiques ou des raisons purement politiques? Est-ce que c'est fédéralisme contre Alors fédéralisme, non. Les Girondins ne sont pas fédéralistes. En fait, ce qui les distingue des montagnards n'est pas si considérable. Oui. En 92, ils étaient tous aux Jacobins. Tous. Les futurs Girondins et les futurs montagnards. Et donc jusqu'au 10 août, ils sont tous des révolutionnaires qui sont contre le roi, contre les prêtres, et ils ont tous participé au désordre et aux violences, où ils les ont approuvés. Et puis survient le 10 août, la victoire contre la royauté et l'abolition de la royauté. Et là, les vainqueurs se déchirent. Il y a effectivement une aile plus radicale et une aile plus modérée. Ce qui distingue fondamentalement les montagnards des Girondins, c'est que les montagnards considèrent que Paris a un rôle historique à jouer, alors que les Girondins considèrent que Paris n'est qu'un département parmi les autres. Ça ne fait pas d'eux des partisans de la décentralisation. On en est loin. La différence repose sur le regard qu'ils portent sur le rôle de Paris. J'ajouterais qu'en matière de violence révolutionnaire, les Girondins en sont encore à l'artisanat, une tête qui vole de temps en temps. Les montagnards sont déjà rentrés dans l'ère industrielle. Voilà. Et les montagnards n'ont pas froid aux yeux et ne lésinent pas sur les moyens, et c'est pourquoi ils vont l'emporter contre les Girondins. Voilà. Donc alors justement, ils lésinent pas sur les moyens, donc ils inscrivent même la terreur à l'ordre du jour. Elle devient légale, cette terreur. Effectivement, et elle repose sur des lois, sur des décrets qui vouent à la peine de mort certains délits d'opinion, qui instituent un tribunal criminel extraordinaire pour juger les crimes politiques. Alors justement, quelles sont les instances qui décident? Parce que ça paraît parfois confus. On a la Convention d'un côté, on a le Comité de salut public, on a le Club des Jacobins. Comment tout cela s'articule-t-il? Le pouvoir est exercé par la Convention, qui est l'Assemblée qui a été élue par une infime minorité
au mois de septembre 1792. La Convention a des comités, qui sont des commissions parlementaires, dont le plus important est le comité de salut public, qui a été institué au mois de mars 1793 pour répondre à la crise à laquelle était confrontée la République. Et puis, il y a le comité de sûreté générale, qui, lui, est chargé, qui a été créé à peu près au même moment, au printemps 93, et qui est, lui, plus particulièrement chargé de la police intérieure, et qui joue un rôle important dans la politique de terreur. Et ce sont les deux comités qui vont exercer à partir décembre 93, c'est-à-dire lorsque la Convention décide de ne pas mettre en œuvre la Constitution qui a été rédigée et adoptée, ce sont eux qui constituent le gouvernement révolutionnaire. Ça, c'est vraiment le gouvernement. Il y a des ministres également. Il y a des ministres, mais qui sont subordonnés. Qui est l'exécutif réellement? Ceux qui gouvernent la France en 93-94, ce sont ces deux comités, les comités de la Convention. Voilà. Ce sont eux qui dirigent le pays. Et donc, alors après, le Club des Jacobins, c'est une société de pensée. C'est une forme de pression. C'est le parti, en quelque sorte. C'est ça. C'est l'ancêtre du parti. C'est un club dans lequel se retrouvent des militants, les uns députés, les autres non députés, qui ont adhéré à ce club. Ce club existe depuis il est né entre l'été 89 et le début de l'année 90, par étapes successives. Et ce club est un lieu où les révolutionnaires, militants, se retrouvent et notamment préparent les séances de l'Assemblée, définissent une stratégie sur ce qu'il conviendrait de faire à l'Assemblée, et en s'appuyant sur le réseau de sociétés affiliées qu'ils ont aux quatre coins de la France. Il y a en 91 des centaines de sociétés affiliées au Club des Jacobins de Paris, et en 93 ils sont plusieurs milliers. Ce qui permet de créer des mouvements d'opinion artificiels. Lorsque le Club de Jacobins donne un mot d'ordre, ce mot d'ordre est diffusé dans les sociétés affiliées aux quatre coins de la France. Il y a des clubs dans toutes les grandes villes, les moyennes et petites villes, et parfois même dans de simples villages. Et en retour, les pétitions remontent jusqu'à l'Assemblée, qui réclament ce que le club a décidé. Et ainsi, on donne l'impression d'une volonté populaire, alors qu'il s'agit d'une minorité idéologique organisée. Sachant que une pétition ne dit jamais « les Jacobins de Saint-Céré-du-Lot demandent que ». Ils disent « le peuple de Saint-Céré-du-Lot demande que ». Ils sont quelques-uns dans la ville, mais ils parlent au nom de tous. Alors vous parliez justement de province, et ça va être l'objet de mes questions. Est-ce que la terreur était un phénomène parisien, ou est-ce qu'il y avait vraiment des guillotines sur chaque place des grandes villes de France? La guillotine est partout. Partout? Elle est partout. Les tribunaux révolutionnaires sont partout également? Il y a des tribunaux révolutionnaires un peu partout. L'armée révolutionnaire elle-même est un instrument de la terreur et procède à des arrestations. Il y a des représentants en mission qui ont été envoyés par la Convention dans les départements pour veiller au recrutement et pour veiller aussi à la répression, à l'arrestation des suspects. Donc, vous parliez de partis tout à l'heure, ce sont des commissaires politiques? Qui sont des commissaires politiques, qui sont des parlementaires élus, qui sont des députés, membres de la Convention. Et alors, la terreur a été variable d'un endroit à l'autre. Il y a des départements où il y a eu quelques exécutions, et même peut-être que dans certains départements, il n'y en a pas eu du tout. Un département comme l'Eure, par exemple, le nombre d'exécutions doit se compter sur les doigts d'une main, et pas davantage. Et puis, il y a des endroits comme Lyon, comme Nantes, comme Angers, où les victimes se comptent par centaines et par milliers. Donc là, c'est même plus la guillotine, à Lyon ou à Angers ou... Alors, ça a été la guillotine, ça a été, on a fusillé beaucoup et on a noyé, à Nantes et à Angers. Alors, Jean-Clément Martin souligne à cet égard que la terreur exprimerait un manque d'État. Ce n'est pas le trop-plein d'État qui a produit ce régime de terreur, c'est la faiblesse de l'État. Et là, je dois dire que je ne suis pas d'accord du tout avec lui. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Pourquoi ?
Parce que les acteurs de la terreur en province sont des représentants de la Convention. Ce sont des conventionnels, sont des représentants donc de l'État, dont certains d'entre eux sont membres du comité de salut public, qui sont en lien avec les comités. À Lyon, la terreur, c'est Collot d'Herbois, membre du comité de salut public, et qui n'a jamais été désavoué par les comités. Dans l'Ouest, Prieur de la Marne joue un rôle très important dans la terreur. Prieur de la Marne, il est là au Mans, il organise la répression après la défaite de l'armée catholique et royale de Vendée au Mans. Prieur de la Marne, il est à Savenay, c'est lui qui organise la commission militaire qui fusille les prisonniers, sur simple reconnaissance d'identité. Il est à Noirmoutier, où l'on a fusillé 1200 personnes après la prise de la presqu'île au début du mois de janvier 1794. Et il est à Montaigu, en Vendée, à très peu de distance des Lucs, quelques jours avant le massacre des Lucs. Donc en plein milieu des colonnes infernales. Donc on ne peut pas dire que l'État est absent. L'État est au contraire présent. Carrier, qui a été le proconsul de Nantes, est revenu de Nantes à Paris au milieu du mois de février 1794, mais il n'a jamais été désavoué. Il a demandé à passer le scrutin épuratoire au club des Jacobins, parce que les Jacobins s'épuraient, et il est passé, et visiblement facilement. Et lorsque ses amis hébertistes ultra-révolutionnaires ont été éliminés un mois après, le 24 mars, il aurait été facile à Robespierre de le mettre dans la fournée. C'était ses amis, un de plus, un de moins. Il ne l'a pas fait. Carrier est resté membre de la Convention, membre du club des Jacobins, jusqu'à la fin de la Terreur. Les poursuites engagées contre lui ont eu lieu après la Terreur. Alors, à ce moment-là, qui sont les victimes? Parce que tout le monde peut être coupable. Qui sont les victimes? La noblesse, l'aristocratie, il n'y en a plus beaucoup. La majorité des victimes sont des gens du peuple. À peu près entre les 2 tiers et les 3/4, ce sont des paysans, des artisans, des ouvriers. Il y a évidemment des gentilshommes, il y a des prêtres réfractaires, mais aussi des prêtres constitutionnels. Et puis, il y a des personnes qui se sont engagées contre la Révolution, des royalistes, des Vendéens. Il y a des catholiques qui ont caché des prêtres. Le décret du 20 octobre 93 les voue à la peine de mort. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont simplement coupables de délits d'opinion, qui un jour n'ont pas su tenir leur langue. Un de mes amis, un de ses ancêtres, qui a été guillotiné le 21 janvier 94, parce qu'il a dit publiquement que la Convention, ce n'était que des cochons, les comités n'étaient que des veaux, etc., etc., et que les princes allaient revenir dans les 3 mois. Guillotiné. On a des particuliers qui ont été condamnés pour quelques mots glissés dans une lettre. Dans une correspondance privée. Et même l'un d'entre eux, c'est l'exemple peut-être le plus remarquable, qui a écrit à son correspondant: il faut faire attention à ce que nous écrivons, parce que si ce que nous écrivons déplaît, on risque d'être arrêté et d'avoir des ennuis. Pour avoir écrit cela, il a été arrêté, condamné et guillotiné. Après, au moment de la grande terreur parisienne, quand on vide les prisons, il suffit d'être en prison à ce moment-là pour être condamné. Il y a eu des... là, on a une justice plus qu'expéditive. Mais c'est plus qu'expéditif. On est sous le régime de la loi prairiale. Il n'y a plus de droit de la défense. Il n'y a plus de défenseurs à partir du 10 juin 1794. Il n'y a plus de défenseurs, car la République n'accorde pas de défenseurs aux ennemis de la République, aux conspirateurs. Donc par conséquent, il n'y a plus de présomption d'innocence. Et donc on condamne des fournées de 30, de 40, de 50, de 60 en 2 ou 3 heures. Et le procès consiste dans la lecture d'un acte d'accusation où chacun trouve 3 phrases qui lui est destinées. On fait venir un témoin
qui est un espion qui se trouvait en prison et qui vient confirmer les faits. On se tourne vers le jury, qui se déclare suffisamment éclairé, et l'affaire est entendue. Et dans ce régime-là, les erreurs judiciaires sont très nombreuses. Quand je parle d'erreurs judiciaires, je ne parle pas d'innocents exécutés, ça c'est le lot commun. Je parle d'erreurs sur les personnes. Un père qu'on exécute à la place de son fils. On a une anecdote à cet égard. Un beau matin, on annonce la liste des gagnants du tirage et on appelle un jeune homme de 23 ans. Les hommes de 1793 étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Le jeune homme de 23 ans faisait la grasse matinée et son père de 68 était déjà debout, habillé, rasé. Le père a demandé qu'on ne réveille pas son fils et il y est allé à sa place. On n'a rien vu. Il a été condamné et exécuté à la place de son fils. Et ce qui montre d'ailleurs que les bureaux ne se sont rendus compte de rien. Pourtant, entre un homme de 68 ans et un jeune homme de 23, il y a même quelques signes extérieurs qui témoignent d'une différence. C'est que le fils a effectivement sauvé sa tête. On a la maréchale de Mouchy, qui avait 70 ans. C'est la fameuse Madame Étiquette que l'on voit auprès de Marie-Antoinette. Oui. Bien. La maréchale de Mouchy a été exécutée sans être condamnée. On a appelé son mari le maréchal. Il n'était pas question que son mari aille où que ce soit sans elle. Elle l'a suivi. Elle l'a suivi jusque dans la salle du tribunal. Et évidemment, elle a assisté en observatrice. On ne parlait pas d'elle, mais elle a suivi. Elle est montée dans la charrette avec tout le monde. Elle n'a jamais été appelée, mais quand son mari a été appelé pour monter la guillotine, elle lui a emboîté le pas. Voilà. Bien. Ça, c'est la grande terreur. La grande terreur. Alors, une question qui peut fâcher. Est-ce qu'on peut, non pas excuser, mais justifier la terreur? Alors, on parlait de faiblesse de l'État, vous avez démontré que non, mais est-ce que la menace, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de la Révolution est quand même affaiblie à ce moment-là? Est-ce qu'on peut justifier cette terreur? Alors, c'est effectivement l'argument qui a été agité. Du point de vue, je me fais l'avocat du diable, du point de vue oui, des terroristes. Enfin, des terroristes. C'est l'argument qui a été agité par l'école républicaine sous la Troisième République. La théorie des circonstances, la République était assiégée, les frontières étaient menacées, la République menacée d'invasion, et donc il fallait une réponse forte. Bien. Je relèverai que si la République est dans cette situation, c'est parce qu'elle avait pris l'initiative de déclarer la guerre à ses voisins. Premier point. Deuxième point, cette situation de crise aurait pu justifier quelques exécutions symboliques, notamment de généraux battus. Pour faire un exemple, l'exécution de quelques personnalités politiques, mais certainement pas des milliers l'exécution des sans-grades, des gens du peuple, ces massacres massifs. J'ajoute que la terreur s'amplifie après les premières victoires. C'est-à-dire que c'est après que l'armée catholique et royale de Vendée ait été vaincue et exterminée au Mans et à Savenay, qu'on lance les colonnes infernales en Vendée. C'est après les victoires d'octobre 93 à Cholet, à Wattignies, et puis celle de décembre 93, que le régime de terreur s'intensifie à Paris, à Nantes, à Angers, à Lyon. Et c'est alors qu'il n'y a plus aucun danger que la Convention adopte le 10 juin 1793 ce décret qui a établi le régime de la Grande Terreur. Donc l'explication ne tient pas. En fait, le but, c'est bien d'éliminer tous ceux qu'on ne peut pas intégrer à la France nouvelle en construction. Alors je voudrais, vraiment, on va terminer, mais ça me tient à cœur. On a coutume de faire de Robespierre, je dirais, l'instigateur, le bouc émissaire de la terreur. Qu'en est-il réellement? Parce que j'imagine qu'il n'était pas tout seul, Robespierre. Non, pas du tout. Robespierre est effectivement le théoricien de la terreur. Il bénéficie en 1994 d'un certain prestige qui se tient à sa cohérence doctrinale et à ses qualités d'orateur, qui lui attire des partisans. Mais il n'est qu'un des membres du comité de salut public parmi les autres. Et il n'en est pas le chef. Et il a même du mal parfois à
à imposer ce qu'il voudrait. Et en définitive, d'ailleurs, il finit par ne plus y venir parce qu'il est minoritaire. Et Robespierre a été, tout en ayant une responsabilité importante dans la terreur, il a été éliminé par plus terroristes que lui. Les acteurs du 9 Thermidor, c'est Fouché, le bourreau de Lyon, et le déchristianisateur de l'Asnières, c'est Collot d'Herbois, l'autre bourreau de Lyon, c'est Barras, le bourreau du Var, c'est Tallien, qui est compromis dans la terreur à Bordeaux, c'est Panis, compromis dans les massacres de septembre, c'est Barrère, l'homme de l'extermination de la Vendée. Ce sont tous ces gens-là, et qui lui ont mis sur le dos, qui lui ont fait porter la responsabilité d'une politique à laquelle ils avaient participé. Ça mérite. Bien, Philippe Pichot-Brevard, merci infiniment, c'était passionnant. Je renvoie à votre ouvrage, La Révolution française, paru chez Via Romana, et bien évidemment également au dossier La Terreur de la revue d'histoire européenne. Avant de nous quitter, vous n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube, et maintenant vous allez retrouver Christopher Lannes et la petite histoire. Merci et à bientôt. En 1702, une grande alliance, grande coalition, vous l'appelez comme vous voulez, se réunit contre la France, pour pas changer. Enfin, non, pas pour pas changer, parce que pour le coup, c'était la première ou l'une des premières qui entraînera, qui préfigurera les grandes coalitions lancées 2 siècles plus tard, contre qui on sait. Et fomentées par qui on sait. J'en dis pas plus, hein, mais vous m'avez compris, je crois. Enfin bref, en 1702, cette grande alliance déclare la guerre à la France de Louis XIV, qu'il avait un peu cherché d'ailleurs, on va revenir là-dessus, et d'ailleurs, ce sera l'une des guerres, la plus pénible sans doute, que le roi Soleil ait eu à affronter. Allez, on y va. Pour comprendre la guerre de succession d'Espagne, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, voilà son joli nom, eh bien il faut remonter 2 ans plus tard, donc en 1700, dans la désignation du duc d'Anjou, qui est le petit-fils de Louis XIV, comme nouveau roi d'Espagne sous le nom de Philippe V. Le fait que le petit-fils de Louis XIV devienne roi d'Espagne a tout d'abord été accepté par les puissances européennes, mais Louis XIV est très taquin. Il va multiplier les provocations, déjà il va lancer une punchline, il va dire « Désormais il n'y a plus de Pyrénées », au sens de dire maintenant la France s'étend jusqu'à l'Espagne. Ça c'était pas très habile. Ensuite il va conserver le duc d'Anjou, donc devenu Philippe V, comme potentiel successeur à lui-même en tant que roi de France, ça c'est inacceptable pour les Anglais notamment. Et puis en Angleterre il va soutenir les Stuarts, et puis il va faire entrer la flotte française dans le domaine colonial espagnol, et la cerise sur le gâteau, il va faire occuper les Pays-Bas espagnols. Voilà. Donc autant vous dire que le roi d'Angleterre, Guillaume III, n'était pas content du tout, et c'est pourquoi il va susciter à La Haye une grande alliance contre Louis XIV, nous sommes alors en 1702. Cette coalition réunit l'Angleterre, les Provinces-Unies, la Prusse et l'Autriche. Puis aussi plus tard, le Danemark, le Portugal et la Savoie, mais bon, ça on s'en fout. Au total, cela fait quand même plus de 250 000 hommes et 300 vaisseaux réunis contre la France, qui elle ne peut compter que sur l'Espagne, en gros, je vais pas rentrer dans les détails, et qui ne peut aligner que 200 000 hommes et une centaine de vaisseaux. Mais la France, eh bien, reste à l'époque de loin le pays le plus puissant d'Europe et du monde. C'est bizarre de dire ça aujourd'hui, mais faut pas oublier que ça a existé. Mais à peine la coalition est-elle réunie que le roi d'Angleterre, Guillaume III, meurt d'une chute de cheval, bêtement, le 8 mars 1702. Pas de chance. C'est Anne Stuart qui lui succède, donc une femme, pas de chance. Plaisante, mais c'est quand même une protestante assez austère qui a mis au monde 17 enfants, s'il vous plaît, tous morts en bas âge. Pas de chance. Non, quand même, ça se fait pas là. Elle va donc poursuivre la politique anti-française de son prédécesseur et continuer dans cette grande alliance contre la France. Au début, tout va bien démarrer pour la France, avec quelques succès initiaux en Italie, dans les Flandres et en Allemagne. Mais très vite, eh bien, les armées françaises vont se voir paralysées par le manque de moyens, la supériorité des ennemis et le manque d'argent, d'effectifs. La France se retrouve donc très vite débordée, et pour ne rien arranger, les protestants des Cévennes, toujours là quand il faut pas, ceux-là, les protestants des Cévennes, bon, ils se soulèvent, et sous la conduite d'ailleurs d'un valet de bergerie,
du nom de Jean Cavalier, et c'est ce qu'on appelle la révolte des Camisards. En Bavière, les armées françaises vont être défaites à Blenheim le 13 août 1704, d'ailleurs contre le prince Eugène, qui est un prince français qui est pour l'occasion à la tête des troupes autrichiennes, et aussi contre le duc de Marlborough, celui de la fameuse chanson. La même année, 1704, les Anglais vont mettre la main sur un petit rocher qui ouvre la Méditerranée, Gibraltar, un petit rocher très stratégique, et d'ailleurs, c'est assez significatif puisqu'ils l'ont conservé jusqu'à aujourd'hui. Les Français vont ensuite perdre les Pays-Bas espagnols, vaincus par le duc de Marlborough à la bataille de Rami, le 23 mai 1706. À Madrid, ça ne va pas mieux puisque Philippe V, vous savez, le petit-fils de Louis XIV qui avait été placé là, va être chassé de son trône, et c'est son concurrent, justement, l'archiduc Charles, un Allemand, qui est proclamé roi d'Espagne le 1er septembre 1706. Ensuite, l'île va tomber, bien qu'elle ait été puissamment fortifiée par Vauban, elle tombe en 1708. Les frontières sont menacées de toutes parts, la France est épuisée, et pour ne rien arranger, là c'est vraiment comble de la malchance, eh bien en 1709 c'est le grand hiver qui commence, les températures chutent, ça entraîne le gel des semis, et donc la famine. J'allais dire la farine, mais vous avez compris. Louis XIV va donc devoir mettre son immense ego de côté et solliciter la paix. Mais évidemment, comme les coalisés sont en position de force, ils vont repousser cette proposition, et donc le roi va devoir en appeler à la nation et lancer une grande souscription. Il va lui-même donner l'exemple puisqu'il va vendre sa vaisselle d'or. Oh le pauvre. Ça me fait de la peine quand j'entends des trucs comme ça, Louis XIV va donc former une nouvelle armée qu'il va confié au maréchal de Villars. Et le célèbre maréchal de Villars va mener campagne avec brio dans le Piémont italien tout d'abord, puis ensuite il va livrer bataille au prince Eugène et au duc de Marlborough à Malplaquet dans les Flandres le 11 septembre 1709. Bon, l'issue de la bataille est assez indécise, mais les Anglais en face ont perdu tellement d'hommes que maintenant ils renoncent complètement à envahir la France, et ça c'est toujours bon à prendre. Pendant ce temps, le duc de Vendôme va franchir les Pyrénées, et grâce à la victoire de Villaviciosa en décembre 1710, eh bien, il va pouvoir restaurer Philippe V sur son trône. Et puis du côté des coalisés aussi, surtout côté anglais, ça va se compliquer, puisque le 17 avril 1711, l'empereur d'Allemagne Joseph Ier va mourir, et c'est donc l'archiduc Charles, vous savez, le prétendant à la couronne d'Espagne, qui est son frère, qui va lui succéder sous le nom de Charles VI. Et là, ça va pas pour les Anglais, puisque l'empereur d'Allemagne ne peut pas être à la fois roi d'Espagne, sinon ça ressuscite l'empire de Charles Quint, et ça les Anglais ne le veulent surtout pas. Donc la France commence à reprendre les choses en main, on s'entend plus trop du côté des coalisés, et donc évidemment les Anglais vont lancer des préliminaires de paix. Nous sommes en octobre 1711, des préliminaires sont enclenchés, mais ils vont être rompus dès le mois de mars 1712, et la guerre va reprendre de plus belle. Et là, c'est le maréchal Villars qui va intervenir, il s'est remis d'une blessure, et encore une fois, il va redresser la situation en remportant la bataille de Denain sur le prince Eugène le 1er septembre 1712. Donc, la France est définitivement préservée de l'invasion, elle vient de remporter une grande victoire, et elle peut donc négocier la paix tranquillement, une paix honorable. Cette paix, eh bien, c'est le traité d'Utrecht en 1713, et pour analyser un peu ce traité, eh bien, les choses ne bougent pas beaucoup. Louis XIV reconnaît les droits de Georges Ier au trône d'Angleterre, il s'engage à ne plus soutenir les Stuarts, la France restitue quelques villes à l'Allemagne, mais Louis XIV conserve ses principaux territoires acquis, et surtout il conserve Philippe V, son petit-fils, sur le trône d'Espagne. De leur côté, les Anglais vont recevoir des Français des territoires d'Amérique, un peu bradés, les colonies de Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Acadie, etc. L'Espagne, quant à elle, va céder le territoire stratégique de Gibraltar à l'Angleterre, qu'il a conservé jusqu'ici. Et puis, concernant les autres alliés, la Prusse, l'Autriche, la Savoie, tout ça, on va pas s'embarrasser avec des détails, on s'en fout. Voilà donc au final une guerre pour rien. Louis XIV est allé un peu trop dans la provocation, l'Europe s'est réunie contre la France, et la France a réussi, malgré de nombreuses difficultés, à faire face. Mais ce qu'on peut dire, eh bien, c'est que cette guerre, cette coalition préfigure, comme je l'ai dit, les grandes coalitions qui vont s'enclencher contre la France à partir de la Révolution, puis sous Napoléon. Et ça, eh bien, ce sera une constante bien anglaise. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve, comme toutes les semaines, mardi prochain pour un nouvel épisode
de La Petite Histoire. À bientôt.